C'est parti. Bienvenue à tous pour cette édition de Frugagile au ski. Pour cette dernière session de première semaine, nous accueillons Dragos qui va nous parler de Beyond Budgeting. Repenser le management et l'entreprise au travers de l'approche budgétaire. Bienvenue Dragos. Je te laisse la parole pour la prochaine heure et je suis à ta dispo si tu as besoin de moi pour la logistique. Bonsoir Morgane, bonsoir à tous, merci. Effectivement, Frugagile au ski. Donc, j'ai préparé le petit accessoire indispensable parce que sinon, on m'avait dit que je ne peux pas parler plus de 5 minutes sans avoir un accessoire. Donc, je suis prêt. Je suis prêt pour la conférence de ce soir et pour partir au ski aussi ce week-end. C'est un plaisir. Donc, bienvenue à la dernière session Frugagile de cette semaine, comme Morgane l'avait dit. Je suis Dragos, coach agile chez Binext et je vais vous parler aujourd'hui de Beyond Budgeting et de sa place dans le paysage de l'agilité et de son lien avec l'entreprise agile. Alors, pour l'introduction, il faut que je vous dise que c'est une fois que la session a été retenue que les organisateurs nous ont précisé la clé de lecture, le fil rouge ou la ligne conductrice qu'ils souhaitent donner à nos interventions. Et la question qu'ils nous ont posée est comment tirer le bilan de ces 20 dernières années et bien débuter les 20 prochaines années. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous ne serez donc pas étonnés si je vous dis, mais vous le savez probablement déjà, que la publication du manifeste Agile date d'il y a 20 ans, jour pour jour, aujourd'hui. Les 7 gars, ils se sont retrouvés en 2001, de 11 au 13 février à Snowboard dans l'Utah. Bon, des 11 au 13, le 11, j'imagine qu'ils sont arrivés, ils ont un peu picolé, ils ont eu pas mal de bonnes idées. Le 12, ils ont accouché du manifeste Agile, et puis le 13, ils ont fait leur bagage, ils sont rentrés chacun chez eux. Donc, moi, officiellement, je vais retenir la date du 12 février, et je me dis, bon, quel honneur, 20 ans après, je parle à Frug Agile pour parler du bilan des 20 dernières années. Bon, blague à part, c'est sûrement pas une coïncidence avec le choix des dates de la conférence et non plus avec le thème que les organisateurs ont voulu donner à cette édition. Donc, pendant 45 minutes, je vais essayer de tenir le temps. Je vais essayer de vous partager mes réflexions autour de cette question qui nous a été posée, en vous livrant une des lectures possibles, une perspective parmi plein d'autres regards que nous pouvons avoir sur ces 20 longues années d'agilité et sur la suite à venir. Et en parlant de perspective, j'ai beaucoup apprécié la lecture proposée hier soir par Pablo. Et pour ceux qui ont loupé la session, je ne peux que vous encourager à regarder l'enregistrement quand il sera disponible sur le site. Alors, commençons. Mettons un peu les choses en perspective aussi et donnons un peu de contexte. La plupart des organisations naissent petites et agiles. Au début, elles sont flexibles, elles sont collaboratives, non bureaucratiques, orientées vers un but précis. Mais rares sont celles qui veulent rester petites dans la durée. Donc, la plupart souhaitent se développer et devenir plus grandes. Et dans ce but, elles mettent en place des nouveaux processus, des nouvelles structures, des nouvelles formes d'organisation et de management, toutes censées à les aider à se développer et à grandir. Celles qui parviennent ont souvent quelque chose en commun. Ils découvrent, in fine, quand ils deviennent grands, que ce n'est pas la seule chose qui leur est arrivée. Ils sont également devenus lents, rigides, bureaucratiques, détournés de leur but initial et déconnectés souvent de leurs clients. L'engagement et la motivation se sont effondrés, le turnover il augmente, les clients commencent à râler et surtout les performances de l'entreprise s'érodent. Les moyens qui les ont aidés à devenir plus grands sont petit à petit devenus des freins. Et donc, en faisant ce constat, certains dirigeants se posent naturellement une question importante. Comment retrouver ce que nous avions quand nous étions petits sans perdre les avantages d'être grands? Et de même, les petites organisations qui veulent se développer et qui regardent ceux qui ont fait ce chemin déjà se posent la question, comment pouvons-nous grandir sans nous retrouver dans la même situation?
Quand l'agilité est apparue, il ne s'agissait pas de challenger le fonctionnement des grandes organisations, ni de les aider à se réinventer. Bien que le mouvement agile se soit rebellé contre de nombreux aspects du management traditionnel, l'accent a été mis au début sur l'impact négatif que cette approche managériale avait sur le développement logiciel et sur la manière dont les équipes pouvaient mieux travailler. L'ambition tout au début n'était pas de transformer la façon dont l'organisation entière était gérée pour la rendre plus agile, mais de mieux développer des logiciels en proposant un cadre, des valeurs, des principes pour y parvenir. Mais ces valeurs, ces principes proposés il y a 20 ans s'avèrent plutôt universels. Elles restent pertinentes, elles restent valides, elles restent applicables bien au-delà du monde du développement logiciel. Et c'est pourquoi, petit à petit, l'agilité s'est fait un chemin en traversant de plus en plus la frontière de l'IT pour remettre en question des façons dont des entreprises pensaient la planification, la synchronisation à l'échelle, la gestion des flux de valeur, pour casser des silos et de nombreuses autres croyances en matière de management et d'organisation. Aussi, une communauté agile, dynamique, grandissante, passionnée et passionnante s'est formée, et avec elle, c'est l'émergence de nouvelles mentalités, des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles pratiques. Et donc, nous voici 20 ans plus tard, il faut se le dire, malgré un certain agile bashing qui existe, les résultats sont importants et l'agilité a changé profondément la façon dont nous développons du logiciel aujourd'hui et est devenue presque la nouvelle norme, on peut le dire. Il n'y a pas de controverse à cet égard et personne ne parle de revenir en arrière. Il s'agit aujourd'hui plutôt de la faire fonctionner encore mieux et de percer au-delà de l'IT, de l'étendre à l'ensemble de l'entreprise. Mais tout n'est pas rose. Et il y a encore des frictions. Le fait que l'IT et plus tard d'autres fonctions aient adopté l'agilité dans leur fonctionnement interne n'a pas résolu de nombreux conflits entre les processus traditionnels qui gouvernent l'entreprise et la philosophie agile. Pas mal d'initiatives autour de l'agilité à l'échelle sont apparues plus récemment, comme une réponse naturelle basée sur la conviction que toute l'organisation devrait fonctionner cette nouvelle philosophie. Il s'agit pour moi d'une suite naturelle, d'une étape qui vient de démarrer depuis quelques années, mais qui n'est qu'à ses débuts. Elle s'accompagne aussi de quelques mises en garde. Première mise en garde que je pourrais citer, c'est qu'il est difficile d'étendre l'agilité à l'ensemble d'une entreprise en utilisant le même cadre et le même langage qui ont si bien fonctionné pour transformer le développement des logiciels. Scrum pourrait faire penser à une maladie de peau, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le rugby. Un sprint n'a rien à voir avec une course de vitesse. Et quand on parle livraison continue, ce n'est pas du tout une question d'efficacité de chaîne de montage. Donc, à mon sens, nous avons aujourd'hui besoin d'une traduction, de quelque chose qui peut aider les équipes de direction à mieux comprendre ce que ça signifie l'agilité à l'échelle d'une entreprise. Une traduction permettant un dialogue sur cette idée d'entreprise agile en utilisant un langage qui leur est propre, qui a envie d'écouter et qui serait capable de comprendre aussi. La deuxième mise en garde porte sur le fait qu'il y a encore un éléphant dans la pièce. Un problème dont l'agilité souffre depuis ses débuts et bien qu'il y ait eu des tentatives pour l'adresser, peu de choses se sont passées et encore moins qui ont évolué. Et peut-être parce que c'est une chose qui était considérée comme quelque chose d'immuable, d'intouchable. Vous l'avez très probablement compris, je fais référence au budget ici. Probablement l'obstacle le plus coriace sur le chemin vers une entreprise plus agile. Et je ne parle pas seulement du budget annuel et du processus budgétaire lui-même, mais de tout autant de la mentalité qui est à son origine. La budgétisation est une méthode de gestion très ancienne. Il y a presque 100 ans, son inventeur, James McKinsey,
ça vous dit quelque chose le nom, Mackenzie. Il popularisera cette théorie au travers de son livre appelé Le contrôle budgétaire. On est en fin 19e, début 20e siècle, on est en pleine révolution industrielle. C'est aussi à l'époque où un Ford ou un Taylor mettent les bases d'une théorie, de leur théorie du management, qui propose un modèle d'organisation vu comme un engrenage mécanique avec un travail qui est normé et qui cherche à maximiser le rendement. Toute cette intention était bonne. Leur but était d'aider les organisations à être plus performantes. Et cela a plutôt ou très bien fonctionné à l'époque car le contexte était complètement différent de celui que nous avons aujourd'hui. Mais par leur nature, le processus budgétaire et la théorie de management de Taylor sont à bien des égards l'antithèse de l'agilité. Et pour l'exemplifier, je vais en parler de deux postulats sur lesquels repose cette théorie-là. Le premier postulat, c'est le fait de se dire que le monde est stable, que les choses ne changent que peu et lentement et que l'avenir est prévisible. Si on se base sur cette croyance, le mode opératoire proposé part d'une analyse détaillée et rigoureuse des techniques de production, des gestes, des rythmes, des cadences, pour établir la meilleure façon de produire par une délimitation, un séquençage de tâches. C'est l'entreprise, ça donne vie à l'entreprise silo, c'est ce qu'on appelle communément du commande et contrôle. Le deuxième postulat, c'est celui qui est autour de la croyance qu'on ne peut pas faire confiance aux gens, que l'homme n'est pas motivé par le travail. Dans son livre The Human Side of the Enterprise de Douglas McGregor, McGregor développe une théorie qu'il appelle la théorie X et la théorie Y, qui ont identifié deux archétypes de pensée. Le premier, qu'il appelle le X, c'est lui qui pense que l'être humain est paresseux et qu'il n'aime pas travailler. Donc, s'il n'aime pas travailler, on ne peut pas le laisser en autonomie, il faut mettre en place une certaine forme de contrôle. Et comme l'homme n'est pas motivé par le travail, il faudra aussi trouver des mécanismes pour le forcer à produire l'effort attendu. Ces mécanismes, ensuite, elles vont prendre la forme des récompenses, des contraintes ou bien des punitions. L'archétype X, pour l'archétype X, un employé ne prendra jamais des responsabilités, des initiatives. Donc, il faudra bien lui dire quoi faire, il faudra contrôler et lui dicter. Et pour finir, il va utiliser toute sa créativité et son intelligence pour coordonner les règles en place et pour se soustraire au travail qu'on attend de lui. Voilà, ça c'est pour le X. La théorie Y et l'archétype Y, c'est tout le contraire. Il pense que l'homme est intrinsèquement motivé et s'il est mis dans de bonnes conditions, il s'avère capable de travailler en autonomie, de s'améliorer et de prendre des responsabilités. Alors, le monde dans lequel McKinsey, Ford ou Taylor ont mis les bases de leur théorie, ce monde-là est aujourd'hui bien dépassé. Là, de nos jours, tout s'accélère, la concurrence est de plus en plus intense, la technologie et le travail de la connaissance prennent une place de plus en plus importante. Tout cela accroît l'incertitude et la complexité à laquelle les entreprises doivent faire face aujourd'hui. On parle d'un monde VUCA, j'imagine que vous avez déjà entendu très probablement ce acronyme qui veut dire volatile, incertain, complexe, ambigu. Et avec cette nouvelle donne, la démarche à avoir est totalement différente. On va plutôt chercher une capacité à réagir et à s'adapter plutôt qu'à planifier et à exécuter. On comprendra qu'on ne peut pas manager la performance ou l'innovation, on ne peut pas agir là-dessus directement. Et donc, ce qu'on va chercher, on va plutôt chercher à créer un contexte favorable pour que la performance et l'innovation aient lieu. Ça nous rappelle la théorie Y de McGregor. La valeur aussi, elle est devenue souvent immatérielle, intangible, on manipule de la connaissance. Et sa création, je parle de la valeur, va venir de l'implication des personnes et de la capacité du système à apprendre et à s'adapter rapidement. Et donc, dans ce nouveau contexte,
Le modèle précédent qui s'est construit autour d'un monde qui est stable et qui a la capacité de faire des prévisions, bah, ce monde-là, c'est cool. Le processus budgétaire qui est structurant pour le fonctionnement de l'entreprise est devenu un obstacle à la performance et à l'innovation de nos organisations. Sa réalité est très peu flatteuse. Il est décorrélé de la stratégie de l'entreprise, il est plutôt aujourd'hui calqué sur l'architecture et sur l'architecture de l'organisation. Il demande un travail fastidieux pour prévoir dans les moindres détails l'année suivante avec une précision comptable. Euh, Par sa construction, il a aussi une fenêtre de tir très réduite. C'est comme si la banque serait ouverte uniquement 2 mois par an et qu'on doit prévoir à ce moment-là la moindre dépense qu'on va engager sur l'année à venir, sinon ça sera trop tard. Et puis, ça pose des questions comme que se passe-t-il si au cours de l'année, une bonne idée qui n'a pas été prévue dans le budget se présente? L'aveuglement de ce système, il est à son paroxysme. Tout écart au budget initial est traité comme un élément négatif qui doit être expliqué. Toute action et décision, elle fait l'objet d'une microgestion bureaucratique. Et il s'agit très souvent d'un exercice biaisé et politique qui stimule malheureusement les comportements non éthiques et qui nuit à la prise de décision. L'évaluation de la performance dans ces systèmes est réduite à l'atteinte des chiffres du budget au respect de planification budgétaire. Les objectifs à long terme, la stratégie, les valeurs deviennent une plaisanterie parce qu'en fait, tous les yeux sont rivés uniquement sur ces chiffres, les chiffres du budget. Et pour que la pilule soit encore plus douloureuse, tout ce que je viens d'évoquer, ça prend énormément de temps pour beaucoup de gens dans les entreprises. Je pense que vous l'avez tous déjà vécu. Alors, le mouvement Beyond Budgeting, il est apparu à la fin des années 90 en réaction à tous ces effets négatifs. Le mot budgeting, donc Beyond Budgeting, il peut être un peu trompeur car en réalité, il s'agit d'une philosophie alternative au modèle traditionnel de management avec son processus annuel qui est central. Le focus, il est mis sur l'optimisation de la création de valeur plutôt que sur le contrôle des coûts. Beyond Budgeting, il décrit à la fois une culture de leadership et un système de management de la performance. Et au travers de ces principes et de ces pratiques, il incarne une certaine vision possible d'une entreprise, de ce qu'on appelle nous une entreprise agile. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que j'utilise beaucoup ce terme entreprise agile et je vais l'utiliser tout au long de la présentation. J'essaie de vous donner une définition de ce que j'entends moi par entreprise agile. Dans mes propos, une entreprise agile est celle qui a la capacité de délivrer de la valeur dans un contexte qui est mouvant, qui est incertain, dans un monde complexe, qui a la capacité de donner du sens à sa mission et la capacité de construire avec et pour ses collaborateurs et pour ses clients. C'est ça ce qu'on entend par entreprise agile. On parle d'agile avec petit a, on parle de grand agile avec un. Donc, revenons au Beyond Budgeting et ses principes. En mettant tous ces éléments sur la table, un peu comme un puzzle, je me dis que c'est probablement pas tout à fait une coïncidence si Beyond Budgeting et l'agilité sont nés à peu près en même temps. Et si vous regardez les principes Beyond Budgeting, ce n'est pas une coïncidence non plus si les 12 principes entendent des choses en commun avec le manifeste agile, même s'il n'y a pas eu de contact entre les deux communautés à l'époque. S'il existe de nombreuses similitudes avec le manifeste agile, il y a aussi une différence majeure à mes yeux. Comme nous l'avons vu, en raison de son focus sur le développement logiciel et sur l'accent qui a été mis sur le fonctionnement des équipes, certaines questions sur la gestion et le management de l'entreprise étaient tout simplement hors scope au début du mouvement agile, comme par exemple le budget annuel. Beyond Budgeting, au contraire, lui, il est né comme une alternative à la gestion traditionnelle de l'entreprise et elle traite donc de nombreuses questions structurantes que le mouvement agile ne s'est pas posé au tout début. Et en se disant ça, on peut voir en fait le Beyond Budgeting comme étant le maillon manquant dans une transformation à l'échelle de l'entreprise pour qu'elle devienne plus agile.
il fournit, cette nouvelle philosophie fournit non seulement un vocabulaire sur l'agilité de l'entreprise que les dirigeants comprennent, mais le modèle offre également aussi des alternatives concrètes au processus budgétaire traditionnel, ainsi qu'une cohérence avec d'autres processus de management tels que l'évaluation des performances, les primes et les bonus. Ces principes de leadership, comme vous pouvez le voir, ne sont toutefois pas du tout uniques à Beyond Budgeting. Il y a de nombreux autres mouvements et modèles, dont l'agilité, qui sont construits sur des convictions qui sont très similaires. Et je vous propose d'ouvrir juste rapidement une petite parenthèse, car c'est un vaste sujet. Quand on parle de Lean Startup, de Design Thinking, de Holacracy, Management 3.0, Cinefin, OKR, et je ne sais pas d'autres. Toutes les fondations, les principes et leur philosophie et les intentions sont toujours très proches, voire similaires. Tous ces mouvements ont comme but de faire évoluer la façon dont les entreprises fonctionnent, la façon dont elles s'organisent, la façon dont elles travaillent. C'est ce que nous entendons en général quand on parle d'entreprise agile. C'est un gros tas qui mélange plein de choses différentes, mais qui ont les mêmes bases, la même philosophie et les mêmes intentions derrière. Alors, revenons à notre sujet. Et si on regarde les 6 principes concernant les processus de management, donc celles qui sont à droite, on observe qu'il ne s'agit pas seulement d'une simple amélioration. Il s'agit tout autant d'activer de leviers importants pour les principes de leadership, ceux à gauche, comme le but, l'autonomie, les valeurs et la transparence. Car il y a une relation étroite dans les deux sens entre les processus et le leadership et la culture. Elles s'influencent mutuellement, à la fois positivement et négativement. Car il n'est pas très utile d'avoir un leadership moderne, visionnaire, si tous les processus restent calqués sur un modèle qui est obsolète. Il en résulte en général des dissonances très fortes entre ce que nous prêchons et ce que nous pratiquons, chose malheureusement constatée dans beaucoup trop d'organisations aujourd'hui encore. Donc, un des messages clés du Beyond Budgeting concerne cette nécessité d'apporter une cohérence entre les principes de leadership et les processus qui sont mis en place au sein de l'entreprise. Un exemple des tensions entre ces principes et les processus de management est très bien incarné par l'opposition fréquente entre la direction financière et celle des ressources humaines, de RH, qui sont responsables chacune d'un des deux processus les plus détestés dans l'entreprise, le budget et l'évaluation des performances. Tout comme le processus budgétaire, il est l'antithèse de l'agilité, on peut en dire tout autant des nombreux processus d'évaluation et des systèmes de primes et des bonus qui sont liés. Ils affectent tous les deux l'ensemble de l'organisation, directement ou indirectement. Et apporter des changements radicaux dans ce domaine peut envoyer un message extrêmement fort à tout le monde pour signaler que la transformation de l'entreprise elle est bien réelle. Tout comme le fait de ne pas y toucher transmet le message inverse, à savoir qu'il n'y a pas de changement réel, il n'y a rien qui se passe en profondeur, c'est que de la surface. Quand les finances et les ressources humaines unissent également leurs forces pour soutenir une transformation, cela envoie un message encore plus fort sur la volonté de l'entreprise pour avancer, pour changer, pour se transformer. Regardons alors maintenant de plus près les 4 premiers principes qui sont liés au budget. Le rythme, la définition des objectifs, la planification, les prévisions et l'allocation de ressources. Et dans ce regard, commençons d'abord par se poser une question simple, légitime. Pourquoi on crée aujourd'hui des budgets? Pourquoi établissons-nous des budgets? Et à cette question, il y a 3 raisons différentes qui reviennent comme réponse généralement. Première raison, c'est que le budget a pour but d'allouer des ressources.
d'engager des moyens, de distribuer de l'argent pour des dépenses et pour des investissements. Deuxième raison, c'est qu'il sert également à fixer des objectifs, à fixer une cible. Ça peut être des objectifs financiers, des objectifs de vente, des objectifs des productions. Et enfin, le budget permet de prévoir et de comprendre ce qui nous attend, par exemple en termes de trésorerie et de capacité financière. Traiter ces trois sujets, ces trois objectifs en un seul processus et une seule série de chiffres peut sembler bien efficace. Mais c'est là aussi que ça réside le problème. Pour vous l'expliquer un peu, imaginons qu'on est au début d'un processus budgétaire, fin de l'année, on prépare l'année prochaine, et la finance, elle commence à se poser des questions, elle veut comprendre le flux des trésoreries pour l'année à venir. Donc, en commençant par les recettes, par les revenus, elle va demander au manager leurs meilleurs chiffres. Qu'est-ce qu'elle pense avoir comme recettes, comme revenus. Mais tout le monde, à ce moment-là, sait ce qui va être envoyé comme prévision en haut a tendance à revenir comme objectif. Et donc, souvent, il sera en plus lié à des bonus et à des primes. Donc, on l'a vécu, on sait tous ce que cette situation peut entraîner comme conséquence sur les chiffres soumis. Par la suite, ils vont questionner les dépenses, les investissements. Là aussi, tout le monde sait que c'est la seule chance d'obtenir des moyens pour l'année prochaine. Et beaucoup se souviendront peut-être aussi de la réduction de 20% qu'ils ont eu sur le chiffre soumis l'année dernière. Donc, encore une fois, il ne faut pas s'étonner si cette situation influence également ce qui est proposé. Nous connaissons tous ce petit jeu. Et on peut être tenté de se dire, bon, c'est comme ça, c'est normal. Mais en fait, c'est un problème assez sérieux. Et non seulement parce que ce jeu et la politique détruisent la qualité des chiffres, mais plus encore parce qu'elles stimulent des comportements qui sont nuisibles et qui sont à la limite de l'éthique. Alors, on va dire quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Beyond Budgeting, il fait une proposition qui est assez simple et efficace. D'abord, de démarrer par la séparation de ces trois usages en trois processus différents, car ils n'ont pas la même finalité. Chacun, il a une finalité qui est différente. Un objectif, une cible, est une aspiration. C'est ce que nous voulons qu'il arrive. Une prévision est une projection. C'est ce que nous pensons qu'il va se passer, peu importe si nous aimons ou pas ce que nous voyons. Regarder les chiffres sans se mentir, c'est fondamental quand on parle des prévisions. Et l'allocation de ressources est une question de choix d'utilisation et d'optimisation des moyens afin de maximiser les chances d'atteindre nos objectifs. Alors, en les séparant ces trois-là, nous nous autorisons à disposer des chiffres différents en fonction de leur finalité. Une cible, par exemple, elle peut être, elle se doit d'être plus ambitieuse qu'une prévision. Mais plus important encore, cette séparation, elle permet d'améliorer considérablement chacun de ces trois processus. Nous pouvons désormais rendre nos objectifs beaucoup plus inspirants et plus solides. Nous pouvons éliminer ou tenter d'éliminer les aspects politiques de nos prévisions. Nous pouvons rendre notre allocation de ressources beaucoup plus efficace. Et enfin, nous pouvons adopter pour chacun de ces processus aussi un rythme qui est plus adapté à sa mission, en tenant compte, par exemple, de l'activité sur laquelle nous nous trouvons. Les cycles, les rythmes, pour fixer des objectifs, pour mettre à jour ou suivre des prévisions ou pour l'allocation de ressources n'est pas du tout le même entre les trois. Elle est très dépendante de l'activité et de la nature de l'activité derrière. Alors, cette séparation, elle peut devenir un catalyseur pour des discussions encore plus confrontantes dans l'entreprise. Pour la définition des objectifs, on va pouvoir, par exemple, se poser la question de qu'est-ce qui motive réellement nos collaborateurs? Comment on va relier, comment on va créer des objectifs qui sont capables de créer
un environnement dans lequel les collaborateurs vont être plus impliqués, plus motivés. Concernant les prévisions, on pourra par exemple s'interroger sur qu'est-ce qui cause vraiment les biais et la politique dans la construction de ces chiffres. On pourra s'interroger et essayer d'y répondre et d'éliminer tous ces facteurs qui mettent du jeu dans la création des prévisions. Cette séparation, en fait, il faut la voir comme une porte dérobée vers une discussion plus large sur le thème biobudgeting, une conversation qui va au-delà du budget et qui lance l'organisation sur un chemin vers l'entreprise agile. Car il ne faut pas se tromper, ce qui en surface peut apparaître comme un sujet éminemment lié au processus budgétaire, très financier, très technique, et est en fait un vrai cheval de Troie qu'on va utiliser pour se poser des questions cruciales et initier des changements profonds à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise. Et dans ce sens-là, Beyond Budgeting est juste une autre brique, une approche supplémentaire à notre panoplie de leviers pour aider les organisations à évoluer et à devenir plus agiles. Alors, je vais essayer de vous résumer parce qu'en fait, il y a deux messages dans ma présentation et c'est un peu lié aussi au nom de Beyond Budgeting qui mixe le Beyond et le Budgeting. Donc, premier résumé, ça va être plutôt sur résumer le Beyond dans le Beyond Budgeting. Et donc là, mon message, ce qu'il faudra retenir, c'est que l'agilité, elle est née de l'envie de changer le développement logiciel, mais aujourd'hui, l'ambition de l'agilité, elle va bien au-delà et son ambition, c'est de changer les entreprises. Deuxième point à retenir sur le beyond du budgeting, c'est que le fait de casser le processus budgétaire, en fait, c'est une action qui permet de secouer l'ensemble des piliers et de l'édifice d'une mentalité qui gouverne nos entreprises, d'un modèle de pensée qui est aujourd'hui dépassé. En cassant le budget, on va provoquer les bonnes réactions et les bonnes discussions et les bonnes conversations. Et en troisième, je reviens sur la définition de ce que j'entends en parlant de l'entreprise agile, avec le petit A, c'est cette capacité d'une entreprise de délivrer de la valeur dans un monde qui est mouvement, qui est incertain, qui est complexe. Cette capacité aussi à donner du sens à sa mission, ça va au-delà des critères de performance et financiers. Et cette capacité à construire avec et pour ses collaborateurs et ses clients. Et une deuxième proposition du résumé, c'est plutôt sur la deuxième partie du Beyond Budgeting, sur la partie budgeting. Comment le regarder en synthèse, cette proposition, qui est plutôt plus technique, plus financière, mais vous reconnaîtrez beaucoup d'agilité dedans. Ce que Beyond Budgeting propose, c'est de passer fondamentalement d'une recherche d'efficacité et d'optimisation des coûts vers une recherche, une création de valeur. On va mettre plutôt le focus sur l'impact que sur les livrables. Deuxième élément, deuxième proposition, c'est il faut s'adapter et réagir en fonction des événements et des feedbacks que nous avons. Et ça implique de décorréler la gestion du budget et du calendrier. Le budget et sa gestion sera plutôt drivé et coordonné par les événements qui nous arrivent et pas par une année calendrier factice dans la réalité. Passer de la prévision et de l'estimation vers une projection qui doit se faire sur la base d'une cadence qui est constatée. Une cadence qu'on connaît dans le monde agile, une cadence qu'on va mesurer bien sur des choses finies, sur des choses qui sont découpées, sur des morceaux plus petits, qui nous permettent d'avoir du feedback et donc savoir si on est sur la bonne voie ou pas. Et aussi, ce qui est important et ce qu'il propose Beyond Budgeting, c'est d'avoir un regard holistique, de voir le système dans son ensemble plutôt que de se perdre dans des détails. Et ça, on peut l'appliquer à la définition des objectifs ou que ce soit à la mesure de performance. Les optimisations locales nuisent à la
à l'ensemble du système, à la performance globale du système. Et pour finir, réagir au changement plutôt que le suivi d'un plan. Soyons agiles. Merci. Donc, j'ai pris un peu moins de temps que prévu, voilà, 35 minutes, ce qui nous laisse plus de temps pour des questions. Merci Dragos. Est-ce que je n'ai pas suivi du tout le chat parce que Alors, j'ai vu qu'il y a une question en cours de Rémi Sarayon et il y a également quelques petits échanges dans le chat. J'essaie de faire apparaître mon chat. C'est encore plus compliqué. Non, C'est ça pas va. sympa ce Zoom. Il va dans tous les sens. Il y a une question Alors, par contre. Rémi, il y a des questions qui sont en train d'arriver. Rémi, est-ce que je regarde le panel Q&A oui, tout ou à fait. les conversations? Ok, Le Q&A. panel Q&A. Alors, Rémi, cette approche s'applique-t-elle nécessairement à l'ensemble de l'organisation ou est-il possible de l'expérimenter sur une entité spécifique dans un premier temps? Si oui, à quoi faut-il faire attention pour éviter un décalage important? Alors, effectivement, très bonne question et la réponse est oui et non. Est-ce qu'on peut l'appliquer à une partie? Oui. Est-ce que ça sera efficace? Est-ce que ça sera faisable? Oui et non. Ça dépend aussi du degré de liberté et de découplage de cette entité-là de l'entité globale. Et pour te répondre concrètement, on me pose souvent la question, Dragos, oui, tu parles beaucoup de bilan budgeting, mais est-ce que tu l'as fait? Est-ce qu'il t'arrive dans tes accompagnements de tes clients de faire du bilan budgeting parce que c'est quand même assez space. Et effectivement, là où je l'ai fait au plus loin, où on est allé au plus loin, c'était dans le cas où on était sur une entité assez indépendante de la grande maison mère, une digital factory d'un grand groupe, qui avait une liberté assez importante dans la gestion de ses budgets et de la gestion et de la mise en question des processus. Elle avait cette liberté de travailler et d'implémenter, de déployer au sein de cette entité de 300 personnes des processus qui sont différents de ceux de la maison mère. Ce qui fait que dans cette entité-là, on a réussi à implémenter une façon assez poussée de traiter, de faire du bilan budgeting, mais ce qui implique aussi que dans la maison mère, les impacts ont été quasiment nuls. C'est-à-dire que cette entité, elle avait une forme d'autonomie budgétaire et donc a réussi aussi à travailler sur les autres processus conséquents, sur la définition des objectifs, sur la manière de gérer les primes, les bonus, d'évaluer la performance de ses collaborateurs. Par contre, ça a été comme dans une bulle parce que l'entreprise elle-même n'en a pas beaucoup profité et voilà. Donc c'est oui et non. Oui, on peut le faire. Maintenant, je peux imaginer d'autres types d'entités qui sont moins découplées de l'entité, par exemple un département, mais qui est fortement lié dans ces processus à l'entreprise. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce on atteint très vite un plafond, un no-go, parce que dans ce département, dans cette partie-là de l'entreprise, on n'a pas la liberté de fonctionner d'une manière différente de celle qui est acceptée au sein de l'entreprise. Et donc là, on va très vite être empêché de prendre des décisions structurantes, de casser cette manière de fonctionner, parce que juste parce que cette entité-là, elle va être soumise pour l'entité globale à la même cadence annuelle, à la même création de budget, et on ne va pas la laisser à fonctionner différemment. J'espère, Rémi, que c'est clair et que ça répond à ta question. Olivier, y a-t-il des retours d'expérience d'entreprises françaises ayant mis en place le bilan budgeting? Donc, je viens partiellement de répondre à ta question, Olivier.
Oui, il y a des retours d'expérience d'entreprise, mais c'est des retours d'expérience via des articles qu'on peut lire, via des conférences faites par certains acteurs. Je ne saurais pas juger de ce qui a été fait. J'entends Schneider, j'entends du Michelin qui se sont mis à creuser. Je me rappelle d'une époque quand on était tous les deux, Olivier d'ailleurs, à la Société Générale, et qu'il y avait des questionnements autour de ces sujets-là. Je ne saurais pas en parler jusqu'à où ça va. Mes expériences sont de deux niveaux. Celle que je viens de citer, dans une entreprise, une partie assez découplée de l'entreprise, une entité de 300 personnes qui s'appelle une Digital Factory, dans laquelle on est allé assez loin dans l'implémentation de ce type de fonctionnement et donc complètement cassé le budget. Il n'y avait pas la notion de budget annuel, on parlait plutôt des investissements et toute la gestion de ressources et du prévisionnel était menée en fonction des événements, en fonction des projets métiers qui arrivaient. Donc ça, je peux en parler. C'était une belle expérience, mais limitée à cette entité. Comme je le disais, l'entreprise, en fait, elle a très peu profité. Et les autres expériences que j'ai avec des entreprises sont plutôt liées au côté beyond que le budgeting. Je m'explique. C'est ce cheval de Troie. C'est pour provoquer le changement et pour aller au-delà et secouer des croyances et des processus obsolètes dans l'entreprise, il faut d'abord parler aux bonnes personnes. Il faut sensibiliser ces personnes-là pour qu'elles commencent à entrevoir il y a un problème aujourd'hui et qu'il y a d'autres manières de faire. Et donc, mes expériences reposent sur des discussions avec des comités de direction ou des COMEX, parce que sans un sponsorship direct de ce type de niveau, rien ne peut se passer en termes de changement sur la partie finance, gestion des budgets, encadrement, suivi, évaluation des performances, système de primes, système de bonus. Tout ça, si on n'a pas le sponsorship du top management, c'est, excusez-moi l'expression, c'est dans un violon, ça fait rien, ça fait de la discussion. Olivier, donc j'espère que j'ai bien répondu. À gauche, Ouh là là, oui. j'ai activé tout le monde voit les questions des autres et donc ils ont la Ah, ok. possibilité de voter sur certaines Pardon. questions. Et du coup, si tu remontes, il y a des questions qui sont montées, notamment celle de Ah oui, ils sont remontés. Ok. Laurent, quels sont les arguments auxquels sont le plus sensibles les exécutifs s'élèvent le top management lorsque tu parles de bien budgeting? Ah là 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 là. Alors, euh, c'est difficile de le dire parce il y a peu de sensibilité au début. C'est pour ça que je disais, c'est une conversation, c'est mettre des cartes sur la table, essayer d'exposer, en fait, ce qui est très important, c'est qu'on commence par essayer de les faire voir le problème et les opportunités de fonctionner différemment et quelles pourraient être les conséquences positives d'un mode de fonctionnement différent. Mais les freins sont immenses. Ils sont immenses et donc je vois peu de sensibilité tout au début et surtout il y a le frein le plus important, c'est la peur. C'est une peur de perdre le contrôle, c'est une peur euh, d'augmentation des coûts qui explosent, une perte un chaos qui s'installe dans l'entreprise. Et donc ensuite, au fur et à mesure, il y a des petits éléments qui commencent à percer. Le premier qui veulent bien expérimenter, c'est le prévisionnel, le rolling forecast en français. C'est le prévisionnel,
ça m'échappe le mot en français, le rolling forecast. Glissant, merci David. Voilà, donc ça c'est la première chose qui veut tenter. Et là, il y a un constat qui se fait dans le temps. Effectivement, ce prévisionnel-là devient bien plus pertinent. Parce qu'au lieu de le faire une seule fois sur une année, on va le faire à plusieurs reprises. En général, ça dépend beaucoup de la typologie de l'activité, mais on peut le faire tous les trimestres, donc tous les 3 mois, on peut le mettre à jour. Et donc, on aura des éléments qui sont plus pertinents, donc qui pourront nous permettre de voir mieux ce qui se passe et donc d'influencer et de se dire, OK, si on ne change pas la manière dans laquelle on crée les objectifs et on alloue les ressources, si les deux restent figés et que le prévisionnel il est glissant, en fait, on a des infos qu'on n'utilise pas. Et donc, ça peut embrayer un changement. Et j'ai déjà connu des top management, des exécutifs qui sont aux manettes d'une entreprise, qui sont convaincus et qui n'arrivent pas à bouger à cause des CFO, du côté finance, qui, eux, mettent un veto et qui disent bah non, en fait, ça ne peut pas fonctionner différemment. Et donc, c'est un travail de Sisyphe pour revenir. Et même pour eux, en étant CEO d'une entreprise, on ne peut pas juste en claquant des doigts changer des convictions et changer la manière de laquelle les collaborateurs vont fonctionner. Il faut que tout le monde passe par ces étapes-là. D'abord, on comprend que en fait, c'est un problème, on comprend qu'il y a des manières de faire différemment, on comprend que ces manières pourraient nous être utiles, qu'on pourrait tous en profiter. Mais le blocage, il est très fort. Alors, question Arnaud, j'ai adoré ta presse. Merci, je suis très en phase. Merci. Je me demande simplement comment tu concilies la communication aux analyses financières, rythme au juillet et décembre. Bon, là, je viens un tout petit peu de répondre, ça dépend des rythmes, mais en termes de... là, tu parles uniquement du prévisionnel, donc le prévisionnel, il peut trouver un rythme qui est tous les 3 mois, par exemple, et comment tu réponds à la contrainte réglementaire des arrêtés comptables. Ce n'est pas incompatible, en fait. Il y a une chose, les arrêtés comptables qui sont annuels, c'est une vision, un chiffre, mais il n'y a rien qui t'oblige d'utiliser la même vision budgétaire pour piloter ton entreprise. Tu peux avoir une approche budgétaire, un processus qui est beaucoup plus fluide, décorrélé de l'année, avoir un modèle qui permet d'être plus réactif et de prendre en compte les réalités, les événements dans l'année, et en même temps, parce que c'est à la mode, en fin d'année fiscale, dresser tes comptes et faire tes arrêtés comptables. Je ne vois pas forcément de contradiction, à part qu'il y a un travail en plus qui doit être fait, effectivement. Pour répondre ainsi, globalement, peut-être que la question peut être dans la tête de plein de gens. Ah non, là, tu rentres dans des questions beaucoup plus touchy en termes de réglementation financière et j'aimerais mettre un avertissement, un disclaimer. Quand je parle de bilan budgeting, si vous allez le faire, on ne va pas jouer aux apprentis sorciers et il ne faudra pas s'arroger des compétences au-delà de ce qu'on a. On ne va pas devenir d'un coup des financiers et expliquer à tout le monde comment la finance doit marcher dans une entreprise. Et c'est pour ça que tous ces aspects financiers, je ne rentre pas beaucoup dans le détail, pas dans cette présentation et pas dans mes accompagnements. Je reste sur la partie principe. Je suis là plutôt pour sensibiliser, pour essayer de passer ce message-là que le fonctionnement actuel dessert la performance dans l'entreprise, qu'il peut avoir d'autres moyens. Je donne les grandes lignes, mais ensuite, la technicité financière, les nouveaux outils qui doivent se mettre en place, je n'ai pas la prétention de les connaître parfaitement et d'être celui qui le maîtrise le plus. Mais une fois que dans une entreprise qui connaît son métier, qui connaît son environnement, les bonnes personnes sont convaincues de l'intérêt à déconstruire ce processus, cette manière de fonctionner et créer une nouvelle manière de fonctionner, elles vont elles-mêmes trouver
les bonnes astuces financières, les bons processus. Ça ne va pas être à nous, coach, de leur donner. On n'est pas expert de ce métier-là. Donc, on va rester plutôt sur l'importance et sur ce cheval de Troie. C'est comment secouer cette partie-là, comment questionner et montrer qu'il y a une inefficience accrue dans ce modèle de fonctionnement et qui dessert l'agilité de l'entreprise entière, qu'on peut avoir cette porte dérobée pour commencer à avoir une prise de conscience et qu'ensuite les bonnes personnes accompagnent et les bonnes personnes vont sur ce terrain technique pour trouver d'autres pratiques financières pour implémenter ces processus-là. J'espère que c'est clair ce que je viens de dire. Ok. Alors, Cyril, qu'avez-vous tenté chez Binext? Ce qui a marché, ce qui a raté? Bon, ouais, pas longue discussion. Effectivement, je me rends même pas compte pourquoi j'ai pas parlé de l'expérience plus forte en biobudgeting. Effectivement, c'est Binext. On est complètement en biobudgeting, c'est-à-dire que la notion de budget n'existe pas. Mais c'est un cas que je ne mettrais pas forcément comme un retour d'expérience. Pourquoi? C'est comme pour les startups. Tu démarres une startup, tu vas dire, bah oui, la startup, elle est agile. Bah oui, parce qu'elle est née petite, elle est née agile et on a réussi à la maintenir ainsi. Donc, il n'y a pas eu de transformation, il n'y a jamais eu un processus budgétaire lourd, on n'a jamais été confronté à toutes ces problématiques-là. Par contre, on a grandi, on est passé de 0 à 150 et on est resté toujours dans ce concept-là où la notion de budget n'existe pas. Par contre, bien sûr, qu'en fin d'année fiscale, on doit rendre de manière réglementaire, de faire la clôture financière et de présenter à l'administration certains chiffres d'une certaine manière. On le fait une fois par an. Mais la manière dans laquelle on engage des investissements, on alloue des ressources, où on regarde le prévisionnel des revenus et des coûts, elle est complètement en phase avec la démarche bio-budgeting. Un deuxième point qui est très spécifique aussi à Binext et à toute société de conseil, c'est qu'on n'est pas dans une production des produits, on n'est pas dans un modèle économique très complexe. Le modèle économique, il est assez simple. On a des collaborateurs, on a des cerveaux, on a des clients qui veulent profiter de notre compétence. Donc, ça se met en place des projets où des Binexters euh, vont aller en projet chez des clients. Donc, les sources de revenus sont très simples et plutôt uniques. Bon, à côté, on fait de la formation, on fait du conseil. Et puis, les coûts aussi sont très, très, pas stables, mais maîtrisables, faciles à comprendre. Si on a des coûts fixes, on a des locaux, on a des coûts de fonctionnement, on a les salaires, les coûts les plus importants. Donc, il y a aussi une simplicité dans ce modèle du Binex qui ne pose pas de problème et qui ne nous a pas amené à construire une usine à gaz derrière. Voilà. Rachel. Je me permets, je vois l'heure passer et les Oui. questions continuent à affluer. Donc, c'est super bon signe. Ça veut dire que ta conf a plu, mais je crains Oula, qu'on ah a oui, je vois, il y pas a plein de beaucoup questions. Oui. Du coup, ce que je voudrais proposer, mais peut-être ça va te donner une Oui. autre idée, c'est de laisser quelques secondes aux 38 participants pour qu'ils aillent voter sur les questions. On peut peut-être laisser 2 ou 3 questions encore. Et ensuite, essayer Enfin, d'y répondre autrement sur le Discord. écoutez, ça dépend aussi de vous. Le sujet, il est passionnant. Moi, j'ai encore du temps, même si mon fils, il attend de reprendre sa chambre pour jouer. Bien sûr, il est en vacances depuis ce midi et je squatte sa chambre. Mais il y a pas de souci. Moi, je peux rester un petit peu plus pour répondre à des questions. Ça marche. Bah, je ne sais pas si on aura le temps de traiter les 10, mais en tout cas, pour les participants, n'hésitez pas à venir voter sur les questions qui vous intéressent le plus. Comme ça, on priorise OK. par la valeur. Et puis, elles montent toutes seules, les questions, dès qu'il y a des votes, elles montent. Exactement. C'est ça, OK. C'est la question de Maxime. Alors, une des difficultés du top management des entreprises est de s'assurer que ses collaborateurs génèrent le plus de valeur sur les sujets prioritaires et en même temps, l'Agile nous dit qu'il est préférable d'avoir des équipes stables qui seront plus efficaces. Comment Biom Budgeting aide à gérer
cette dualité apparente. Tu viens de le répondre, en fait. C'est pas forcément Beyond Budgeting. Là, Beyond Budgeting, il est aligné avec... il est au service de l'agilité et de la stabilité des équipes. Là, ta question, en fait, c'est cette prise de conscience, en fait, que c'est pas, pour le top management, ce n'est pas en bougeant des ressources, des personnes, des gens, à gauche, à droite, d'une équipe à l'autre, parce que les priorités changent tous les jours, qu'on aura une meilleure performance. C'est une illusion, c'est juste se dire, ah oui, on est en train de traiter les priorités, mais on les traite d'une manière complètement inefficace. Et donc, ceux qui sont passés plutôt à des équipes stables et que sur ces équipes-là, on change les sujets, on bouge les thématiques, les priorités pour les prendre en charge, c'est là qu'on voit une augmentation de la performance. Mais même quand on a des équipes stables, si les sujets changent tous les jours, on ne va pas être efficace. Donc, en fait, là, le cas que tu donnes, c'est une illusion de ce top management de se dire que parce que dès qu'il y a quelque chose qui nous paraît plus prioritaire, on change tout pour pouvoir traiter cette priorité, fait qu'on est plus efficace. Enfin, c'est pas du tout le cas. Ensuite, la question des équipes stables de l'agilité, Beyond Budgeting, dans ce cas-là, le budget en soi se porte encore mieux parce qu'imaginez la simplicité quand on a dans l'année, et c'était un peu le cas dans l'exemple que je donnais dans la Digital Factory, on savait combien d'équipes on a, combien de personnes sont dans ces équipes-là. Donc, on avait une projection des coûts qui était assez simple. Une équipe Scrum de 7 personnes coûte tant tout au long de l'année, peu importe ce qu'elle fait, peu importe sur quel sujet elle va être. Et donc, ça nous donne une stabilité, une manière de pouvoir prévoir. On a besoin de monter des équipes en plus. On sait combien ça coûte une équipe. Et donc, ça nous donne la capacité de maîtriser mieux et d'avoir des options, des prévisions qui nous permettent de faire des différents scénarios. J'espère, Maxime, que c'était clair ce que je viens de te dire. Alors, comment convaincre les financiers de changer de paradigme, Alexandre? Bon, je te fais la réponse simple. La réponse simple, c'est si tu trouves la réponse, tu viens me le dire, ok? Parce que j'essaye encore. J'ai eu pas beaucoup de contacts avec les financiers sur ces aspects-là. Je n'ai jamais réussi à avoir le bon discours pour qu'il soit bien reçu. En fait, je viens me rendre compte et je vais le faire là. J'ai un slide de plus avec mes conseils. J'avais oublié de le bouger. Et donc, on est plutôt sur le deux. Est-ce que vous voyez l'écran? J'espère toujours. Donc, sur le deuxième conseil, ce qui est important et ce que j'ai appris avec le temps, c'est de ne pas être en opposition avec les personnes que vous allez essayer de convaincre. Il ne faut pas être en opposition et faites beaucoup d'attention à la critique du système actuel parce qu'en fait, tout le monde dans lequel ils vivent, le monde qu'ils ont construit, ces principes-là sont la base de leur monde actuel. Et donc, il ne faut pas aller dans la critique de ce qui existe, mais c'est plutôt dans cette sensibilisation pour qu'ils commencent à toucher de doigt, à comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche dans le système actuel. Le deuxième problème que je rencontre très souvent, c'est que les gens, en fait, ils sont pas cons, les gens, les COMEX, les financiers, et ils se rendent compte que tout n'est pas rose, que c'est des systèmes monstrueux, très compliqués, qui prennent du temps, qui sont pas efficaces. Mais là, on arrive sur ce gros frein dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la peur. Et c'est cette peur qui bloque, et la manière de la surmonter serait d'être capable d'engager des expérimentations. Mais c'est des expérimentations qui sont quand même lourdes de conséquences parce qu'on est en train de parler des processus structurants d'une entreprise. Ce que j'entends dire, par exemple, par Bjarke Boxnes, qui est le porteur du sujet au niveau mondial et qui a beaucoup d'expérience sur le sujet, ce qu'il dit aux entreprises en général, c'est essayez et dites-vous que si ça marche pas bien,
on peut revenir en arrière en claquant du doigt parce qu'on ne perd pas cette habitude et on ne perd pas ces processus très analytiques de comment faire le budget à l'ancien. Donc, si ça ne marche pas, il n'y a pas de problème pour revenir en arrière. Mais quand même, c'est un blocage très, très important. Voilà, Alexandre. J'espère que c'était clair. Maxime, je ne sais pas si. Est-ce qu'il y a encore du monde? Parce que sinon, c'est 17h, je vois que. Il y a une trentaine de personnes. Ah, une trentaine encore de personnes. Ok, c'est à partir de combien qu'on s'arrête? Maxime, une des difficultés du top management des entreprises est de s'assurer que ses collaborateurs généraux. Ah, ça, on a répondu, je crois. Ça me dit quelque chose. Oui, pardon, je ne l'ai pas encore comme répondu. David, merci pour la présentation. Dans le slide avec les principes, j'ai du mal à bien cerner la partie plan et forecast. Oups, ça a bougé. Le plan et forecast, make planning and forecasting lean and unbiased process. Une clé de lecture là-dessus, ça s'appelle ici l'empirisme, de ce que je peux comprendre. Non. Donc, quand on dit lean, c'est de ne pas trop complexifier la chose, de faire un forecasting, un prévisionnel qui est plutôt simple. Ça introduit aussi la notion indirectement, dans les pratiques, en fait, il y a cette notion de rolling forecast, de prévisionnel qui est glissant. Et on parle aussi unbiased, ça veut dire qui n'est pas biaisé, c'est de dire on n'utilise pas des estimations, le modèle estimation-prévision, mais on utilise des projections. On va regarder ce qui s'est passé on va regarder le passé pour modéliser le futur. Donc, de projeter, et c'est là que je disais, on va regarder des cadences, des rythmes, de ce qu'on a réussi à finir, et on va les projeter, on va projeter cette courbe sur les mois de la période à venir. C'est ça ce qui va permettre de ne pas être dans le biais de l'estimation. C'est vrai que j'avais un slide, je n'ai même pas parlé, j'ai éliminé pas mal de slides pour gagner du temps. J'en parle à un moment donné sur les problématiques du budget. Quand on fait des estimations, je parle beaucoup des biais et des pièges de notre cerveau. Et donc, un livre à lire sur le sujet, c'est Thinking Fast and Slow de Kahneman, avec les deux systèmes qui cohabitent et qui nous font tomber dans plein de pièges de décision et d'estimation. On n'est pas bon. On n'est pas bon pour estimer, et donc il ne faut pas le faire. Et pour débiaiser, pour unbiaiser ce processus, il faut utiliser plutôt des projections, regarder ce qui se passe et projeter sur le futur. Ok, la prochaine, Yann. Merci. Quel mécanisme, organisation avez-vous mis en place pour pouvoir réajuster rapidement le dispositif productif à la variation des enjeux et des budgets correspondant à la hausse? Ok, donc j'essaie de voir si j'ai bien compris la question. Tu me dis, on a par exemple 10 équipes et il nous faut 12 demain. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour avoir 12 équipes de plus? 2 équipes de plus, c'est bien ça la question. Et si c'est ça la question, bah, en fait, justement, je dirais là, encore une fois, Bion Budgeting va te donner de la liberté. Tu ne seras pas dans le modèle précédent, le budget habituel. Si tu l'as pas prévu que tu auras besoin de 2 équipes le 6 août l'année prochaine, bah, tu n'auras pas le budget. Et tu auras beau à dire et à expliquer comme c'est important, ce n'est pas budgété, tu peux pas l'avoir. Sauf des jeux mécaniques très compliqués. Vous connaissez l'histoire. Donc ici, dans un modèle Bion Budgeting, comme le budget n'a pas été calqué sur le besoin, on répond aux besoins, on répond en fonction des événements. On va pas traiter l'argent comme du coût fixe qui a été budgétisé, mais on va traiter ça comme de l'investissement. On va plutôt se poser la question, est-ce que le sujet pourquoi on veut monter ces 2 équipes-là? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'objectif derrière? Est-ce qu'il y a de la valeur derrière? Donc, s'il y a de la valeur
qui est plus important que le coût qu'on veut allouer. Donc, on va faire cet investissement-là. On va monter les deux équipes. Mais donc, tu peux me dire, OK, mais ça vient d'où l'argent? Donc, l'argent, effectivement, soit l'entreprise, il y a un flux continu de revenus, un flux financier qui permet d'avoir cette trésorerie, cette marge qui permet de se dire, oui, là, il y a un beau sujet. Avec ces deux équipes-là, en 3 mois, on va sortir telle nouvelle fonctionnalité, tel nouveau produit. Donc, on aura un retour sur l'investissement. Donc, on va miser dessus avec de l'argent qu'on a pour avoir des résultats. Soit on peut être ce qu'on avait dans l'entité dont je vous parlais, on peut avoir un budget qui est capé quand même, pour que l'organisation s'assure que le coût de cette Digital Factory n'explose pas. Au début de l'année, il y avait une seule conversation, votre budget annuel, 5 millions, ou 10 millions, ou 20 millions, peu importe, je n'ai aucune idée du chiffre. Et donc, c'est dans cette poche globale qu'on a la liberté de jouer à la beyond budgeting. La poche globale, elle ne peut pas changer. Par contre, à l'intérieur, on peut se dire que peut-être, bon, dans ton exemple, c'est un peu plus compliqué, mais on peut se dire qu'on va arrêter certaines choses pour démarrer d'autres. On peut faire ce qu'on veut avec ce budget-là. Donc, si on a besoin de monter 2 équipes de plus, on va peut-être à côté arrêter une autre équipe où on va réduire les coûts d'une campagne marketing, où on va revoir à la baisse quelque chose d'autre. Donc, on va jouer dans un budget global et on va allouer les enveloppes d'une manière différente. Et tout au long de l'année, on pourra jouer avec ça en fonction de ce qui se passe, des opportunités de business, de ce qui nous disent les prévisions glissantes qui avancent. Et on peut voir si nos hypothèses s'avèrent positives, vraies ou pas vraies. Donc, certaines choses où on a investi, on va les arrêter parce qu'on voit qu'en fait, ça ne donne pas le résultat escompté. Et donc, on peut utiliser ce budget-là ailleurs. Dans un mode traditionnel, quelque chose que tu as engagé dans l'année, bah, tu ne vas pas l'arrêter. Aujourd'hui, dans un budget traditionnel, tu l'as budgété, bah, tu le consommes. Parce que en plus, si tu ne le consommes pas, l'année prochaine, tu ne l'auras plus. Parce que tu n'as pas consommé ton budget. Donc, c'est la mécanique de faire tourner les camions à vide pour consommer du budget en fin d'année. Vous la connaissez ça aussi, j'imagine. Voilà. Bon, j'espère que ça a été clair.